Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une émission Super Friends très particulière puisqu'on introduit là le début d'une mini-série. Vous le savez, à First Print, on aime bien faire ça dans nos podcasts. Une mini-série qui s'appelle Inside Silent Jenny. Faute de trouver un autre titre pour le moment, au pire je referai l'intro si on trouve un meilleur titre, mais dont le principe est donc de retracer l'épopée, on va dire la création de Silent Jenny, qui est donc la nouvelle bande dessinée de Mathieu Bablet qui paraît au label 619, donc chez les éditions Rue de Sèvres. Mais la particularité de ce making of, parce qu'on va vraiment être donc dans du making of où on va rentrer avec Mathieu donc vraiment dans plein de détails du processus créatif. Je disais donc le détail important dans ce podcast, c'est que aujourd'hui, à l'heure où vous l'écoutez, nous on l'enregistre le 1er décembre 2022. Donc c'est le premier épisode qu'on enregistre en décembre 2022. Donc là j'ai le plaisir de me tenir chez Mathieu, que je vais d'ailleurs saluer puisqu'il sera donc l'invité régulier de cette mini-série. Donc Mathieu Bablet, bienvenue à toi. Bienvenue chez moi. Oui, merci de m'accueillir. Donc c'est vrai, il va falloir, c'est un podcast qu'il faut un petit peu contextualiser avant de pouvoir l'apprécier et l'écouter, puisque donc là on est chez toi. On est le 1er décembre 2022. Je suis face à combien, 70, 80 planches? Près de 100. Près de 100, bah voilà, pardon, je ne voulais pas minimiser ton effort. Donc une centaine de pages de Silent Jenny, ce qui représente grosso modo la moitié, un tiers donc de l'album. Donc on enregistre ce podcast, tu n'as pas fait encore il te reste encore 2/3 au moins de planches en tout cas à dessiner. Ouais, exactement. Et alors vous dites mais ça n'a aucun sens, pourquoi tu fais ça alors que la BD n'est pas finie? Mais justement on profite justement que Mathieu soit au travail, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait fait un petit peu de façon un peu similaire avec Guillaume Singelin sur Frontier, c'est que on interroge le processus créatif au moment même de la création, c'est-à-dire pour voir comment Mathieu justement a réfléchi son projet, quelles peuvent être les difficultés qu'il rencontre. On va beaucoup parler aussi juste de travail, de ce que c'est le dessin aussi, parce que ça représente une quantité de travail non négligeable. Et voilà, donc c'est une discussion qui sera longue, très posée, et surtout ce qui est le plus intéressant, en tout cas c'est comme ça que je le vois, parce que je vous avoue même qu'au moment où je vous parle et où j'enregistre, je ne sais pas forcément quelle forme prendra ce podcast au final, puisque l'idée c'est de vous faire ça en 3 épisodes. Donc ce premier ici, un épisode techniquement un an plus tard, donc en 2023, quand Mathieu aura fini, on va dire les 3/4 de la bande dessinée, et puis un épisode plus traditionnel, on va dire quand la BD sortira vraiment, quand tout sera fini. On vous proposera donc ce qui est marrant, c'est que je parle au futur, mais au final tout va être en ligne quand même au même moment. Mais voilà, l'idée c'est ensuite de pouvoir voir à rebours un peu qu'est-ce qui s'est dit 2 ans avant la sortie de l'album, ou une bonne année avant, et de voir si des choses ont changé, si le rapport de Mathieu Bablet à son œuvre a été modifié par quoi que ce soit. Donc voilà, c'est plein de choses encore que je ne maîtrise absolument pas, mais ce que je maîtrise, c'est que j'ai un micro, et que toi aussi Mathieu. Donc commençons par le commencement. On aura l'occasion de faire d'autres podcasts de toute façon ensemble pour retracer ta carrière. J'ai aussi envie de faire je le tease maintenant, mais les carnets de Mathieu Bablet, tout simplement pour reparler de Shangri-La, de Adrasté et de La Belle Mort. Et du coup, on va pouvoir commencer. Silent Jenny, le point de départ. Tout simplement, c'est vraiment, voilà, lance-toi. Ok. Alors, le point de départ de chacun de mes projets, c'est une envie de dessin. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait de traiter graphiquement, c'est un personnage dans un monde microscopique. Vraiment le côté un petit peu le côté un peu Ant-Man par exemple, enfin pour citer un personnage très connu, mais vraiment voilà, graphiquement ça me faisait marrer d'avoir un personnage qui soit au milieu d'insectes géants, de construction naturelle cyclopéenne, et qui se balade dedans, quoi. Vraiment, c'était il y avait que ça à la base, et je savais que c'était vraiment ce que je voulais mettre. Donc pas de message, pas de certitude, sinon que ça serait quand même probablement de la SF, vu qu'il y avait quand même une dimension un peu fantastique à avoir un personnage qui peut se miniaturiser à l'échelle d'une fourmi. Et c'est tout. C'est là-dessus que je suis parti.
au moment où j'étais en train de réaliser la couleur de Carbone et Silicium, donc ça début 2020 à peu près. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, tes idées pour une prochaine BD se font déjà alors que tu es en train de finir. Tu attends pas d'avoir fini un projet à 100% pour Exactement. te lancer dans l'autre. Okay. Ouais, oui. Bah, parce que tout simplement, à la fin d'un projet, moi, je suis quand même beaucoup en pilote automatique, particulièrement sur les 6 derniers mois où je fais de la couleur, et donc il y a vraiment le temps de penser à la suite, quoi, aux envies et à ce que je vais pouvoir développer. Donc voilà, ça c'était l'envie de base, et j'ai systématiquement fait comme ça, quoi. Au moment où je finissais Shangri-La, j'avais cette idée de 2 robots qui se baladaient dans des paysages complètement post-apocalyptiques, et ça aura donné Carbone et Silicium plus tard. Donc voilà, dans l'idée c'est toujours une envie de dessin que j'essaye ensuite d'élargir à comment justement je peux l'intégrer dans mon travail déjà existant, et comment je peux lui donner sens avec les questionnements ou les messages que j'ai envie de porter ou que je porte d'album en album. C'est une espèce d'introspection en me disant qu'est-ce que je me suis posé comme question dans Shangri-La, dans Carbone et Silicium, qu'est-ce que j'ai envie d'évoquer maintenant avec Silent Jenny. Et souvent voilà, c'est la combinaison des deux, de cette envie de dessin primaire et ensuite de la direction un petit peu scénaristique que j'ai envie d'emprunter, que va se dessiner après beaucoup d'heures d'écriture un scénario. C'est-à-dire que pour toi, ça te paraît inconcevable en fait qu'une BD n'ait pas de message, alors que, en tout cas, qu'une BD que tu fasses n'ait pas de message derrière. Alors quand je parle de message, j'entends pas forcément une espèce de d'avis sociétal, d'avis tranché sur ce que devrait être la technologie, l'intelligence artificielle, le capitalisme ou que sais-je. C'est plutôt qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'est le squelette sensible de mon histoire, quoi. Quand on pense à finalement aux histoires précédentes, le squelette sensible de Carbone et Silicium, c'est la quête de lien entre 2 personnages qui arrivent pas à choisir entre la passion et l'intellect, entre les pulsions et le côté cérébral. Et ça, c'est ce que finalement c'est ce qui sous-tend tout le reste, quoi. Et donc du coup, en disant ça, c'est pas du tout justement tous les messages que je fais passer dans Carbone et Silicium qui sont de mise en garde par rapport à un futur qui est en train qui est en déliquescence, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de considération que j'ai, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui doit à un moment transparaître dans le récit, et qui en fait son âme. Alors, qu'est-ce que c'est les premières idées qui te sont venues en tête quand tu as réfléchi à ce que tu voulais mettre dans ce projet-là? J'imagine avant même que tu aies un titre, alors? Oui. Alors, c'est marrant. Donc, j'espère d'ailleurs que Silent Jenny restera le titre final, parce que ça se trouve dans 2 ans, ça aura changé. Là, ça a été quand même été annoncé officiellement, je crois. Oui. Non, je déconne. Oui. Mais là, en l'occurrence, il y avait 2 choses. C'est-à-dire que je savais que donc je voulais faire un peu la 3e partie du triptyque SF avec Silent Jenny, et que j'avais été très nihiliste sur Shangri-La, quoi, qui donnait aucune porte de sortie. Porte de sortie qui était un peu entrouverte avec Carbone et Silicium, où justement on parlait de liens, de reconnexion entre les gens par le côté sensible pour avancer de manière collective. Et donc c'était une envie d'aller un peu plus loin encore avec Silent Jenny, de proposer des vraies solutions de modèles de société qui se sont affranchis du capitalisme et du système tel que nous on l'entend, pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Et ça, je savais que ça allait être à peu près ma ligne directrice, donc j'ai eu très rapidement l'idée des monades, donc ces bâtiments mobiles qui se sont détachés des villes et qui ont pris leur indépendance. Et à côté de ça, le message que je voulais faire passer, là à l'heure où du coup on enregistre le podcast, il est pas encore très clair. Et c'est la première fois que ça m'arrive sur un projet, en fait, et c'est pour ça que c'est très compliqué, et je pense que je peine bien plus sur Silent Jenny que j'ai jamais eu de difficulté sur les autres, parce que il est pas très clair, ce projet. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça.
La première, c'est que après chaque projet, j'ai toujours un moment de blocage. C'est-à-dire après Shangri-La et son succès, je me suis dit, je vais jamais pouvoir rebondir après avec la pression que me met ce bouquin-là. J'allais dire, est-ce que c'était juste une question justement de pression par rapport au succès que peut rencontrer un bouquin, ou aussi parce que tu sais, après avoir bossé sur un bouquin, ce que ça représente comme effort, et que tu dis merde, mais je peux pas. Alors même si techniquement, j'imagine que le dessin c'est aussi un plaisir pour toi, parce qu'en fait tu parlais d'envie de dessin avant, mais tu sais aussi que voilà, que tu peux pas forcément repartir sur quelque chose d'aussi long ou alors il y a quand même la pression. Et puis la pression de devoir faire mieux systématiquement d'album en album. Et donc c'est une pression qui m'avait beaucoup bloqué au moment de la sortie de Shangri-La. Et finalement Carbone et Silicium était sorti et je le considère meilleur que Shangri-La. Et là toujours moins bien qu'Adrasté. Et voilà. Et là pour Silent Genie, le problème c'est que je sais pas si je peux faire mieux que Carbone et Silicium. Non pas que Carbone et Silicium soit un chef-d'œuvre, mais parce que moi, avec mes capacités de scénariste, je sais pas si je peux faire un truc aussi bien construit, parce que autant on peut juger de la qualité de l'histoire, autant je trouve que l'histoire est bien construite. Donc aussi bien construit que Carbone et Silicium. Donc ça m'a bloqué plus que de raison, et bien plus que les différents blocages que j'avais jusqu'à présent. Voilà, parce que effectivement, en termes de SF, j'ai un peu brassé quand même beaucoup de thèmes dans les deux précédents, et je considère qu'il reste pas grand chose, et ce qui reste, c'est le plus dur. C'est-à-dire faire de la prospective sur un futur qui n'existe pas encore. C'est-à-dire Shangri-La, c'était facile parce que c'est de la dystopie avec une méga corporation et du consumérisme. Bon, c'est quelque chose qui a été vu et revu dans beaucoup d'œuvres, donc tout le monde est un peu en terrain connu. Carbone et Silicium, on est plus sur du cyberpunk ou du post-cyberpunk. Il y a, à mon sens, des notions qui vont un peu au-delà des thèmes récurrents du genre, mais tout le monde reste un peu dans ses chaussons, quoi. Et là, sur Silent Genie, c'est avoir une problématique que beaucoup d'auteurs de SF essayent d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire dire, ça sert à rien de rabâcher les mêmes thèmes parce que la SF aujourd'hui a dépassé le cadre de la réalité. Comment on propose de nouveaux imaginaires, des solutions aux gens, alors que y a rien de tangible sur lequel s'accrocher, ou très peu de tangible sur lequel s'accrocher pour créer ces nouveaux imaginaires. Donc ça, c'est une vraie difficulté créative. On verra si ça aura marché d'ici là, mais c'est pas encore une démarche que toutes les autrices et tous les auteurs de SF dont tous les auteurs et toutes les autrices se sont emparés, de telle sorte que c'est compliqué, enfin de penser au futur en se disant, en partant de notre réalité à nous, et de dire on va pas imaginer un monde avec des robots ou des voitures volantes parce que ça va pas arriver. Donc qu'est-ce qu'on imagine d'autres, et comment les gens vont vivre dans 500 ans, quoi. Donc voilà, ça c'était une des grosses difficultés aussi. J'allais dire la deuxième source de blocage, mais tu as énuméré plusieurs raisons. Ouais. Et la troisième, c'est par rapport justement à ce fameux message un peu intime qu'il y a dans chacune des BD, et en l'occurrence, Silent Genie allait très probablement se rapprocher un peu d'Adrasté. Alors sur le côté contemplatif, parce que c'était le but aussi d'avoir un personnage silencieux, d'où le titre, qui parle pas beaucoup, mais aussi dans les thématiques, notamment celle du deuil. Et là où c'est compliqué, c'est que Adrasté le fait déjà beaucoup, en fait, et je me rends compte que c'est quand même une problématique que j'ai besoin d'évoquer encore, parce que j'ai pas tout évoqué dessus, et ça me bloque un peu, parce que je sais pas tout à fait par quelle boule prendre pour que ce soit différent d'Adrasté et que je puisse y apporter une réflexion différente. Et aussi parce que au milieu de ça se pose aussi la thématique de la dépression. Et dans une histoire, à mon sens, il faut pas qu'il y ait deux colonnes vertébrales, tu vois, quand tu écris. Et là, les deux peuvent être liés, et en même temps, c'est deux choses un peu différentes. Et je sais pas quoi choisir. Et à l'heure actuelle, alors que j'ai déjà dessiné 100 pages et que le scénario est terminé, je ne sais toujours pas quoi choisir. Alors, en vrai, je veux dire, l'impact, moi, sur mon travail au quotidien se ressent pas, parce que c'est des choses qu'on peut affiner avec des dialogues. Donc ça va pas changer fondamentalement tous les dessins que j'ai déjà fait et tous les dessins que j'ai à faire. Pour autant, justement, ça m'empêche d'avoir une direction très très claire
vers laquelle je veux aller, et ça me bloque parce que je considère qu'une bonne histoire, c'est un bon début, une bonne fin, et un bon message, enfin voilà, un squelette solide, et je pense avoir le bon début, je pense avoir la bonne fin, j'ai pas le bon squelette, et arriver à se motiver sur 300 pages alors qu'on se dit je sais pas si je fais pas un peu de la merde, c'est très compliqué. Est-ce que je peux te demander pourquoi ces thématiques-là particulièrement tu veux les placer, pourquoi tu hésites entre celles-là? Alors la thématique du deuil, elle s'est imposée à moi parce que j'ai perdu mon père en 2021, et je me rends compte que toutes mes prochaines BD, tous mes prochains one shots seront forcément marqués de ces événements, parce que de toute façon moi j'écris comme ça, c'est-à-dire j'écris pas des scénarios pour écrire des scénarios, j'écris des scénarios pour à but cathartique, quoi, pour vraiment sortir quelque chose de moi et le coucher sur papier, et ça c'est tellement un événement énorme que il va forcément se diffuser dans mon œuvre à partir de maintenant, quoi. Donc voilà, et en l'occurrence, autant Adrasté parler, je trouve, de la mémoire, de comment une personne qui est morte continue à vivre au travers de l'existence qu'elle a eue, autant ça aborde pas du tout le côté du deuil et de comment on vit au quotidien, quoi. Et c'est une question qui enfin voilà, que j'ai besoin de poser, en tout cas au travers du récit, et qui en plus, je trouve, peut rentrer de manière intéressante en résonance avec celui de la dépression, du rapport à la mort et des angoisses de mort, parce que finalement tout est lié, quoi, et permet de et fait souvent du coup coexister des pensées sombres, quoi. Donc voilà, moi je sais que vis-à-vis de la dépression, ça fait ça c'est quoi, là ça fait 1 an où je me considère que vraiment ça va. Et après un travail avec une psy, une thérapeute, et puis le fait que je pense que avoir des enfants, ça oblige vachement à se décentrer et à penser à leur bonheur avant de penser à son propre malheur, quoi. Donc je pense, et donc c'était aussi une thématique qui m'intéressait parce que avoir un personnage comme ça qui arrive à trouver des voies pour se guérir, ou pour laisser les autres essayer de le guérir, c'est pareil, c'est un truc qui me touche là à un instant T de ma vie, comme il y a d'autres choses qui me touchaient à un instant T de ma vie pour Shangri-La, pour Adrasté, etc. Mais toujours est-il que c'est des thématiques qui sont à la fois fortes, à la fois un peu récentes, où j'ai probablement pas assez de recul dessus, et qui à la fois sont liées et à la fois sont peut-être un peu trop différentes pour en faire un squelette très clair. Parce que voilà, au-delà de ça, et au-delà de la thérapie que je fais dans chacun de mes bouquins, moi, il y a quand même cette idée de raconter une histoire aux lectrices et aux lecteurs, et d'avoir quelque chose de clair, quoi. Ça c'est fondamental. Après, il y a quand même forcément, il y a des vrais liens entre le deuil et la dépression qui existent pour pas mal de choses. Mais je me demandais aussi, par rapport à ce contexte de société de demain, l'idée de Silent Jenny quand tu terminais les couleurs de Carbon et Silicium. Donc, on avait déjà vécu la pandémie dès le confinement et ces histoires de monde d'après. Donc, il y a aussi un lien clairement en fait entre l'émergence de cette bande dessinée et aussi ce qu'on a vécu à partir de mars 2020. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas que la pandémie. Enfin, janvier 2020, c'était les méga feux aussi en Australie. On a eu ensuite la guerre en Ukraine. On a eu des élections complotistes tumultueuses. On a aux États-Unis. Enfin, oui, donc ça s'arrête pas. Oui. Je pense que c'est un bouquin qui aurait quand même eu à peu près la même forme, dans la mesure où quand on a fait le tour des théories d'effondrement, si on est obligé de se répéter, justement de pas se répéter et d'essayer d'aller de l'avant en essayant de se poser des questions. Et encore une fois, les questions de comment
comment décrire un futur aujourd'hui à l'aune de ce qu'on sait de notre société, de la direction dans laquelle elle va. C'est une question qui se pose beaucoup dans le milieu des autrices et auteurs de SF, quoi. Donc la pandémie a dû accentuer plusieurs choses, je pense, effectivement, mais probablement que le bouquin aurait eu à peu près la même forme d'ici là, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va de plus en plus vite vers justement un modèle de société qui se transforme. Et c'est toujours le côté un peu flippant quand on raconte de la fiction, de pas être trop rattrapé par la réalité, quoi. C'est quelque chose qui m'avait fait extrêmement peur avec Carbone et Silicium, parce que finalement le bouquin avait quand même mis 4 ans à être écrit, et notamment, alors bon, sur le versant technologique c'est une chose, mais aussi sur le versant des changements de société, c'est de se poser la question, de se dire j'espère qu'il y a pas trop de choses qui vont changer drastiquement, en quel cas mon bouquin risque d'être caduque avant même sa sortie. C'est-à-dire que tu veux quand même te placer dans une forme d'anticipation par rapport au présent. Oui. Là, en l'occurrence, dans Silent Genie, même si on n'est pas dans l'anticipation formellement, c'est juste une métaphore du monde qui est en train de changer tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Et le message, alors là, en l'occurrence, les insectes pollinisateurs qui disparaissent, bon, c'est quelque chose qui arrive, et on n'en est pas encore à l'état du monde tel qu'il est dans l'histoire de Silent Genie. Mais pour autant, on est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a un système qui essaye de se raccrocher à l'ancien monde et qui, coûte que coûte, essaye de le conserver, le reconstruire, le reproduire, le cloner, là en l'occurrence dans Silent Genie, et des gens qui ont bien compris que ça allait pas être possible et qui, à leur petite échelle, créent d'autres modèles de société en essayant d'être autonomes avec ce que ça a de positif et les limites aussi que ça impose. Donc ça aussi, ça fait forcément très penser à ce confinement, au monde d'après qui avait été imaginé, et le fait qu'en réalité, ce qui s'est passé une fois que le déconfinement a été mis en place, c'est un retour express, ou une tentative de retour à ce qui existait précédemment, sauf que le constat, en tout cas tel qu'on le fait au 1er décembre 2022 quand on enregistre, avec tout ce qui est pénurie dans tous les sens, dans tous les secteurs, même le milieu du livre est particulièrement touché, on peut le suivre au jour le jour, c'est qu'effectivement, il y a une forme de retour en arrière qui n'a pas pu se faire. Ouais, oui. Puis quand on voit quand on voit ce qui se passait avec la COP27, en fait, il y a même une espèce de course en avant qui est inéluctable, quoi. Mais oui. De toute façon, ça c'est des questions qui, je pense, titillent tout le monde, quoi, parce que je pense pas les mecs de droite. Pas les mecs de droite. ouais, mais en tout cas, tout le monde a un peu une perception du fait que le monde est en train de changer, et que les conditions de vie, en tout cas, sont en train de s'altérer, quoi. Et c'est surtout ça, ouais, qui m'intéressait de traiter, parce que effectivement, je l'avais pas fait sur les 2 précédents bouquins, et c'est clairement mon angoisse là d'aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que tu fais avec un monde qui est plus difficile à vivre? Comment tu réagis à ça? Comment tu vis dans ce monde-là? Comment tu peux en faire partie ou essayer de t'impliquer là-dedans, quoi. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça change aussi le rapport que tu as au futur, et que l'idée d'avoir quelque chose peut-être de moins nihiliste que Shangri-La et de plus, d'être plus dans l'espoir. Enfin, je sais pas, du coup, je connais pas forcément la fin en détail à l'heure où on enregistre, mais tu vas pas non plus faire de ce qu'on appelle du solar punk, d'avoir vraiment quelque chose de très lumineux, de très optimiste. Non, je vais pas y arriver finalement, mais oui, je pense qu'avoir des enfants, disons que ça t'oblige à trouver l'énergie d'être positif déjà de base, parce que faut pas être plombant, et ça t'oblige aussi, oui, à réfléchir à des solutions, et ça te donne envie effectivement de trouver des solutions pour que le futur soit pas trop dégueulasse. Oui, je pense que ça fait. Je pense que, encore une fois, entre le nihilisme de Shangri-La et Silent Genie, il s'est passé plein d'années, et c'est quand même probablement une évolution un peu logique, toi, d'avoir un côté nihiliste quand on est un peu jeune, et puis de voir un peu plus en nuance en vieillissant. Mais toujours est-il que oui, les enfants, ça aide vachement pour ça, ouais. Alors comment une fois que tu avais du coup ton point de départ, je dessinais des gens tout petits pour avoir des structures géantes, et ces idées donc de mêler un peu ces opportunités de nouveaux mondes avec les thématiques plus intimes, comment ça se passe concrètement dans le processus créatif? Donc d'abord, j'imagine, il faut que tu écrives le scénar. Ouais. Alors, même peut-être pas. Peut-être que tu fais des recherches visuelles avant. Peut-être que je sais. Alors, les recherches visuelles, je les fais tout le temps, et même des fois des années avant un projet, dans le sens où
J'ai des grosses banques de données, d'images qui potentiellement me serviront là aujourd'hui pour des projets qui sortiront en 2030, quoi. Mais voilà, des vagues idées. Celui dont on commencera à parler en 2026. Voilà, alors, c'est ça. Des vagues idées, mais voilà, ça permet donc graphiquement de s'y retrouver. En l'occurrence là, alors c'est marrant parce que en fait Silent Genie aussi c'est un récit qui s'est construit avec la volonté de pas écrire de la même manière que j'ai écrit précédemment, notamment sur Shangri-La et Carbone et Silicium, avec quelque chose d'assez linéaire. Là mon envie c'était aussi d'écrire et de décrire un monde nouveau. Quelque chose que j'avais fait partiellement avec Midnight Tales et Midnight Order, où finalement il fallait raconter un monde et toute la logique qui sous-tend ce monde, et je trouvais ça ultra riche en fait, et ça change justement de mes différents scénarios où j'étais vraiment concentré sur les personnages, sur les situations, et là il y a beaucoup de moments où c'est juste le monde qui vit avec sa propre logique et juste montrer aux gens ce monde qui vit, quoi. D'où le côté un peu plus contemplatif, encore plus, enfin peut-être pas au même niveau qu'Adrasté, mais pas loin, parce que ouais, c'est ce que je trouve vraiment cool de construire un monde. Donc avant même d'écrire le scénario, il a fallu réfléchir à la logique du monde, quel personnage on allait trouver, quelle faction, et c'est pour ça donc on retrouve donc je me suis basé, comme on est vraiment sur une histoire assez métaphorique, sur des gros trucs, c'est-à-dire que il y a une entreprise, donc là j'ai pas encore le nom au moment où on parle, qui représente le système et qui vit dans une tour, point. Il y a les gens de la ville qui sont un peu, qu'on appelle les bracaleux, parce que c'est des gens qui travaillent, et puis voilà, et les monades qui sont donc ces bâtiments toujours mobiles, qui sont hors la loi. Il y a les pénitents qui sont des gens au visage masqué qui essayent de réparer les erreurs du passé en récupérant tous les détritus qu'ils trouvent par terre. Il y a les manches-cailloux qui sont des espèces de complotistes qui œuvrent pour le système et qui essayent d'arrêter les monades. Donc voilà, c'était de trouver plein vraiment se faire plaisir en world building pour essayer d'avoir un univers le plus riche possible, sachant que je voulais que tout soit visuel, quoi. Vraiment que j'ai pas besoin d'expliquer en tout début d'histoire ou par des récitatifs. Ouais, voilà. Tu voulais pas faire genre de l'exposition. Zéro exposition. Ouais. Donc c'est vraiment normalement les noms suffisent à comprendre un peu ce qu'ils font et leurs actions, et voilà, avoir un univers très visuel et très riche. Voilà, je trouve que c'est en termes d'écriture, voilà, moi ça me challenge un peu, et c'est aussi un peu le but, hein. À chaque fois, c'est à chaque nouveau projet essayer d'avoir une approche un peu différente pour m'améliorer et puis pour pas me lasser, voilà. Donc ça a été le gros point de faire ce world building, sachant qu'il fallait en plus justifier tout le fonctionnement de la miniaturisation. Donc c'est pareil, c'est pas... Oui, parce qu'il y a un point de détail important, ouais. Effectivement, dans l'aventure de ton personnage principal, donc Jenny, c'est qu'elle est capable, enfin, qu'elle utilise une technologie qu'on a pu développer, qui est capable donc de nous miniaturiser. Exactement, oui, avec cette volonté d'aller voir les couches, d'aller explorer les couches stratigraphiques et d'essayer d'en trouver des traces ADN d'abeilles, et tout ce système-là, c'est un système scientifique. Il a fallu réfléchir à la logique, comment ça marche, qu'est-ce que ça cause pour le corps, est-ce qu'il faut qu'il y ait des combinaisons, quand la combinaison n'est plus étanche, qu'est-ce qui se passe, donc c'est pareil, c'est comment on rend ça logique, alors que là c'est clairement fantaisiste, hein. Il y a aucune, il y a pas de substance encore qui est ou de rayon qui est capable de faire ça, mais il faut quand même que de manière intradiégétique tout soit logique et compréhensible. Donc ça a été pas mal de world building aussi à ce niveau-là, essayer de rendre cette quête logique avant que la trame narrative commence à se dessiner. Mais t'arrives à avoir le recul sur ce processus de world building. C'est genre tu te vois être à ta table et te dire tiens, comment je représente un système ancien, tiens, quelque chose d'immobile justement parce que le système ne veut pas bouger, donc une tour. Et donc par opposition logique, en fait, il faut que les éléments qui soient opposés au système soient mobiles. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Comment te viennent un peu les idées? T'arrives à le décrire, ça, ou c'est vraiment souvent quelque chose que parfois les gens disent juste qu'ils vont le faire naturellement ou à l'instinct, mais est-ce que toi c'est ce cas-là ou pas? Je dirais que c'est un peu comme une pelote de laine que tu déroules, quoi. C'est-à-dire que effectivement, enfin, je pars d'une idée, et en l'occurrence les monades, parce que pour le coup
là les influences de Silent Genie, je pense, sont assez visibles. Et en l'occurrence, il y a quand même Nausicaa pour le côté graphique, et probablement un peu le château ambulant aussi pour la monade, quoi, qui est cette espèce de gros monstre mécanique. Et parce que d'autres pourront te dire Mortal Engines par rapport aux cités qui se déplacent, mais a priori toi t'es plus parti sur, c'est plus le château ambulant qui t'a inspiré. Okay. Ouais. Et donc voilà, et quand on détricote ça, c'est quel personnage vit dedans, où vivent les autres. Et donc, par opposition, si on part du principe que les monades doivent toujours être mobiles, comment est le système? Donc, effectivement, il est, lui, immobile. Il est dans une tour où habitent ceux qui travaillent pour ce système-là. Donc, voilà, il y a une espèce de ville complètement industrielle dont certains bouts sont démontés pour créer des monades. Est-ce qu'il y a des antagonistes? Et donc, d'où les manches-cailloux, qui sont des espèces de paumés un peu un peu trompés par le système, qui ont l'impression que c'est important d'arrêter les monades, alors que un peu comme des gens exploités qui auraient l'impression qu'il faut taper sur les plus petits au lieu de taper sur les plus gros. Donc voilà, et en fait voilà, je déroule le fil, et puis vient ensuite d'autres trucs. Et là-dedans, est-ce qu'il y a d'autres gens qui y vivent? Potentiellement donc les pénitents, qui eux sont d'aucun bord, sinon de celui de la culpabilité d'avoir été des agents de la destruction du monde. Au sein de la tour, il y a Jenny et ses collègues qui ont telle combinaison pour être miniaturisés, mais il y a aussi les architectes, donc ceux qui sont en combinaison jaune et qui construisent les cités miniatures qu'on voit sous terre, et pour permettre de faire gagner du temps à ceux qui se miniaturisent. Enfin voilà, du coup il y a moyen de toujours développer et enrichir l'univers. Et le but, c'est plutôt à un moment de se dire, bon, j'ai l'impression d'avoir assez. Maintenant, comment je rends ça de manière logique et lisible dans mon histoire, et surtout que ça soit pas que, parce que l'exposition graphique c'est mieux que l'exposition textuelle, mais pour autant que l'exposition c'est chiant à un moment. Donc comment j'arrive à intégrer ça dans les séquences qui jalonnent mon histoire? D'accord. Et t'as écrit une forme de bible de ton univers pour est-ce que tu écris une bible de ton univers pour justement définir en fait tout? Est-ce que il y a sur ton ordinateur un fichier Word glossaire à la limite avec les noms des factions, les choses comme ça? Ou est-ce que c'est juste dans ta tête en fait que tu sais et que tu le bâtis et que tu sais après juste toi-même comment ça fonctionne? Non, c'est principalement dans ma tête. Il faut savoir que justement, comme là les one shots sont toujours très longs rien que dessiner les pages, c'est déjà tellement long que je fais très peu de recherche graphique, et que souvent je les fais le jour même pendant que je suis en train de faire la page, quoi, pour pas perdre de temps. Et je fais pas non plus de bible, donc la majorité des choses sont dans la tête, et normalement j'ai une vision assez claire du projet dans son ensemble pour pouvoir rien oublier, quoi. Et donc une fois que tu as fait ce world building, c'est là qu'on passe alors à l'écriture du scénar, où là vraiment tu te dis, donc tu penses à plusieurs éléments, donc forcément ton personnage et à ce qui lui arrive, aux thématiques, comment elle s'insère aussi dans ton histoire, et donc aussi aux différents éléments de ton monde que tu dois placer au sein de tes séquences. Ça fait quand même beaucoup de choses à réfléchir donc pour chacune de tes planches. Mais par contre, justement, quand tu écris ce que tu me dis, quand tu écris ton scénario, c'est que tu écris tout d'un bloc sans délimiter en fait les pages au départ. Oui, exactement. J'écris tout vraiment comme, je fais de la prose, quoi, vraiment de manière assez classique, en détaillant les actions et en mettant tous les dialogues. Alors avant cette étape, justement, tout ce que tu as cité précédemment, donc tous ces gros blocs, le personnage d'un côté, les différentes factions qui existent de l'autre, les péripéties, c'est comme si, tu vois, je pourrais tout découper sur des petits morceaux de feuilles et mettre les feuilles dans le bon ordre pour avoir le récit, quoi. J'essaye, du coup je le fais sur l'ordinateur, mais j'essaye d'avoir cette idée d'avoir des gros blocs qui permettent d'avoir une vue d'ensemble dès le départ de l'histoire, parce que ça sert à rien que je rentre dans les détails si ça c'est pas fixé en amont, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir la ligne directrice de tout le récit. Et donc quand j'ai ça, ensuite voilà, j'écris en prose vraiment tout le scénario. Là, comme on est sur du près de 300 pages, et de manière générale sur mes one shots, je fais des chapitres autant que possible pour essayer justement de pas trop m'y perdre, même si là, à l'heure où on parle, je sais pas si les chapitres que j'ai fait pour Silent Genie seront intégrés ou non au récit. Moi, j'ai fait en sorte qu'on puisse... Parce que là, à l'heure où on enregistre, t'en as écrit combien?
Ah oui, non, ils sont tous écrits, mais je sais pas, par exemple, dans Carbone et Silicium, les chapitres, on les voit, il y a marqué chapitre temps, etc. Là, je sais pas si on sera si les chapitres, je vais les mettre les uns après les autres, sans marquer justement le numéro des chapitres, de telle sorte qu'on ait une histoire continue d'un bout à l'autre, ou si je vais chapitrer. Si tu vas faire des démarcations. Je sais pas encore, je pense que je pense que ça sera décidé au tout dernier moment, au moment de lire l'histoire et de se rendre compte si c'est fluide, si c'est pas trop long, parce que les chapitres, ça permet de rythmer beaucoup, en fait, et sur des one shot aussi avec autant de pagination, ça peut être intéressant pour pas que le lecteur soit saoulé, et pareil, parce que en termes de lecture, il y a pas, tout le monde ne lit pas 300 pages d'un coup, faut faire des pauses, c'est plus simple de faire des pauses à un tel début de chapitre, etc. Vous avez des choses à penser, mais auxquelles je penserai à la fin, mais toujours est-il qu'au moment de l'écriture, voilà, moi je m'en sers surtout pour pas me perdre et avoir un peu toujours une ligne directrice. Et quand j'ai terminé cette étape, là j'ai en l'occurrence 100 pages sur mon document LibreOffice, et c'est là où je commence à faire mon découpage en me disant là ces 5 lignes là ça fait une page, les 5 lignes suivantes ça fait la page 2, les 7 lignes suivantes la page 3, etc., jusqu'à à la fin découvrir de manière complètement au hasard, combien il y aura de pages dans ma bande dessinée. Et donc là, beaucoup. C'est-à-dire que tu arrives à te représenter dans ta tête déjà le découpage, en fait, de tes planches, ou tu sais juste que c'est parce que c'est ce type d'action-là que, par exemple, ça va te prendre plusieurs pages ou une page pleine, Alors, je pense qu'il y a une question d'habitude, et avec le temps, c'est de plus en plus simple, mais en l'occurrence... c'est pas ta première BD. C'est pas mon premier rodéo. En l'occurrence, sur des pages avec des dialogues, souvent il y a 7 dialogues, parce que j'ai une moyenne de 7 pages de 7 cases par page, pardon. Donc voilà, ça c'est un bon moyen mnémotechnique. Et puis de manière générale, oui, je visualise beaucoup l'histoire pendant que je l'écris. Donc justement, quand il va y avoir une pleine page avec un truc un peu impressionnant, je l'ai déjà imaginé. Donc là, je sais que juste le descriptif de cette ligne, ça sera une page complète. Enfin voilà, donc tout se fait de manière assez organique, mais suffisamment en amont pour que j'ai déjà une vision graphique du projet avant même qu'il ait commencé à être dessiné. Mais j'avais juste envie de revenir sur ta question, ta question de chapitre, où tu dis que tu vas les décider à la fin. Mais c'est-à-dire que tu n'envisages pas que le chapitre lui-même, que même le bloc chapitre en fait puisse s'intercaler au sein d'une même planche, par exemple, pour séparer même une planche en deux, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le chapitrage doit forcément venir comme une page pleine en fait, coupée Oui, ça je l'ai fait. Ouais. Oui, ça je l'ai fait. C'était ça il fallait absolument, parce qu'effectivement vu que je savais pas comment j'allais faire à la fin. Chaque fin de chapitre finit même page de droite, en bas de la page de droite, de telle sorte que, au pire du pire, s'il n'y a pas de chapitrage, le lecteur, en tournant la page, commencera virtuellement un nouveau chapitre en haut à gauche, quoi. Donc, ça fera une ellipse entre chacune des séquences que j'ai dessinées. Et quand tu as terminé d'écrire le scénario de Silent Genie, tu t'es rendu compte que ça allait faire combien de pages alors? Je crois que la première version, quand j'ai fait, c'était 272. Et depuis, je crois qu'il a fallu que je rajoute quelques pages. Je crois qu'on a 280 là, un peu moins de 300. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu découvres, quand tu t'auto-surprends? Je me suis détesté parce que j'étais persuadé que je ferais à peu près 200 pages. Notamment parce que justement c'était une histoire qui était pas tant basée sur les événements et les péripéties, mais que sur un monde à décrire et des personnages avec qui on a envie d'évoluer et de vivre. Donc il se passe pas, enfin c'est pas qu'il se passe pas grand chose dans Silent Genie, mais il n'y a pas de grands bouleversements et de grands rebondissements. Donc c'est assez linéaire. Donc je me suis dit 2 pages ça va aller. Et puis alors 200 pages ça va aller, et 200 pages c'est le rêve. Enfin 200 pages c'est le projet facile quoi. Non quand il faut en rajouter 80 c'est vraiment la douche froide. Mais pourquoi 200 pages? Enfin, ça représente quand même beaucoup de travail. 200 pages, c'est pas non plus rien. Mais c'est-à-dire que à l'échelle du récit complet du one shot, tu pourrais très bien partir sur un 160 aussi, ou un 120. Tu vois, pourquoi ce chiffre-là particulièrement, il te semble rêver? Enfin, si c'était 160, non, 160, ça serait encore mieux. Hein. Non, c'est juste que 250 pour Carbone ou 230 pour Shangri-La, c'était trop. C'était dans tous les cas, je voulais faire moins, quoi, absolument. Et parce que tu vois, Adrasté c'était 160, Adrasté c'était bien. J'ai pas senti de difficulté ou de fatigue plus qu'outre mesure, alors que encore une fois, Shangri-La et Carbone, c'était vraiment la tannée à terminer.
Parce que donc là, tu savais au moment où tu vois que c'est 272 pages, dans quoi tu t'embarques. Ouais. Je savais que ça allait être la galère. Je savais d'autant plus que ça allait être la galère qu'en plus, j'avais prévu de changer un peu de technique et d'ancrer complètement mes planches. Jusqu'à présent, j'ancrais mes planches au Critérium parce que ça fait gagner énormément de temps. C'est presque de la ligne claire entre guillemets parce qu'il y a pas de masse de noir, il y a pas d'ombrage. Et en fait, pour être tout à fait honnête, c'est en voyant les planches de Blackie et surtout son Monsieur Sato, je me suis dit non, mais il faut que je me mette un peu à un ancrage un peu travaillé parce que là je peux pas, enfin, je veux dire, mon dessin est vraiment pourri par rapport à ce qu'il fait, quoi. Et d'où, donc, l'envie de mettre vachement plus de masse de noir, de la texture, bosser au pinceau, et donc, du coup, d'avoir un travail en plus encore plus conséquent que ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire parce que tu travailles en traditionnel. Quand tu démarres Silent Genie, t'es en full tradi toujours. Ouais, exactement. Ouais. Et ça se découpe comment le travail sur une planche alors? Comment ça se présente pour toi? Alors normalement, moi, le rythme de croisière que j'avais avec carbone et silicium, c'est en gros le matin, je fais le crayonné de la planche, l'après-midi l'ancrage. Donc voilà, plutôt efficace. Je la mets de côté et je fais ça sur toutes les planches et à la fin du projet, je fais la couleur tout d'un coup. Sauf que arrivé sur Silent Genie, bah, je m'aperçois que l'ancrage me prend vachement plus de temps en fait que prévu, presque le double de temps en fait. Et mais parce que je fais attention, je veux avoir un bel ancrage. C'est marrant, c'est un truc qui m'avait pas du tout effleuré avant, où j'étais vraiment que dans l'efficacité sur Carbone, Shangri-La, etc. quoi. Et l'ancrage c'était le passage obligé parce que l'étape pour aller jusqu'à la couleur. Et de plus en plus, j'ai envie de me faire déjà plaisir à l'ancrage et j'ai envie d'avoir un bel ancrage. Bah, je pense notamment aussi à toute cette vague d'artistes comme James Saren ou Daniel Warren Johnson, même Sean Murphy, quoi. Enfin, leur ancrage est juste incroyable et il y a un vrai plaisir à le voir, à le regarder, quoi. Et donc cette problématique-là, j'essaye, je veux l'intégrer, enfin je l'ai intégré en tout cas dans mes planches. Et en fait, ça demande à être plus précis, plus consciencieux, moins rapide. Et ça va pas. Enfin, du coup, la contrepartie de ça, c'est, enfin, moi, je suis satisfait des planches et de la technique que je déploie à l'intérieur. Par contre, je prends trop de temps et je peux pas, enfin, à un moment, on peut pas faire un one shot de 280 pages en 10 ans. Enfin, ça a aucun sens, quoi. Après, c'est même pas une activité forcément reposante pour toi de repasser tes lignes, de faire attention, justement parce que mais c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast, hein, c'est pour aussi interroger peut-être les clichés qu'on peut avoir sur la pratique du dessin et sur le métier d'artiste. Parce qu'à t'entendre, on pourrait croire que même à te voir sur Twitch, on pourrait croire que c'est reposant, que c'est quelque chose, en fait, ouais, une activité qui détend, en fait, aussi. Alors probablement que l'ancrage c'est la partie la plus reposante dans la mesure où le crayonné, je pense que c'est vraiment le plus énergivore parce qu'il faut réfléchir à la composition, à la perspective, à l'anatomie, etc. quoi. Donc alors que l'ancrage, il y a un truc vachement plus automatique. Pour autant, et je pense que j'en viens aussi à un moment où ça fait, sorry, mais ça fait 12 ans que je fais de la bande dessinée, donc c'est pas une carrière très longue, mais où ça commence à me saouler le côté répétitif de faire de la BD tous les jours. Et en l'occurrence, il y a vraiment ça sur Silent Genie. Alors, je sais aussi que souvent c'est quelque chose qui se passe sur la première moitié de l'album et qu'à passer la moitié, il y a le côté un peu ouf, c'est bon, je peux. J'ai fait la moitié du chemin. Voilà, j'ai fait le plus dur, le reste ça va aller. Et c'est effectivement le cas. En tout cas, c'est ce qui s'était passé sur Carbone Silicium. Mais là, il y a vraiment le côté j'ai pas envie. J'ai pas, enfin, pas beaucoup d'envie en tout cas. Enfin, j'ai envie que le bouquin soit terminé et je serais très content quand le bouquin sera sorti. Mais alors faire les planches, ouais, ça demande une abnégation et une patience que j'ai pas trop en ce moment. Et tu saurais expliquer un peu pourquoi, que s'il y a quelque chose qui s'est déclenché sur les derniers mois ou depuis que t'as commencé à dessiner, en fait, qui explique une forme d'envie qui a un peu disparu, alors. Ouais. En fait, je me rends compte en faisant d'autres projets à côté que ce que j'aime, c'est l'émulation d'avoir des idées. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est la force créatrice de chaque projet. Et notamment dans Silent Genie. Au début, c'est réfléchir à des concepts, à essayer d'imbriquer
correctement le scénario pour qu'il fonctionne, etc. quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement stimulant. Ça va vite, c'est cool. Et c'est un truc que je retrouve sur des projets plus courts quand je fais de l'illustration, que j'ai trouvé beaucoup sur Midnight Order aussi, dans le côté faire des allers-retours avec les gens, etc. C'est extrêmement stimulant. Et à côté de ça, t'as le one shot de 200, 300 pages où tu sais que pendant 4 ans, il faut, tel un petit moine, te mettre à ta table au dessin et puis gratter de la feuille, gratter de la feuille, gratter de la feuille. Donc je pense que je perds en patience, en envie en tout cas. Et je pense que je perds en énergie aussi. Enfin, il y a un constat très con, mais moi je sens que je vieillis dans la capacité que j'ai à rester longtemps sur une planche. Et pour faire un petit état des lieux quoi sur La Belle Mort, j'étais capable de bosser 14 heures par jour, je dormais très peu, très bien. J'avais 20 ans, effectivement, c'était facile. À Drasté, je faisais encore des grandes journées, mais j'avais mes week-ends. Shangri-La et Carbone, déjà je bossais 10 heures par jour et c'était beaucoup moins. Et plus ça va et moins j'ai l'énergie, et je mets vraiment ça en relation avec le fait que c'est que oui, hein, forcément j'ai besoin d'un peu plus de sommeil. Enfin, c'est des trucs tout cons, hein, mais oui, à 35 balais, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil que quand j'avais 20 ans, et c'est un constat un peu chiant, un peu nul. Et aussi parce que je sais que je vais pas faire de la BD tout le temps. Moi, j'ai encore 3 one shot à faire en comptant Ceylan de Génie. Je sais dans quelle direction ça va aller, et après je sais que je ferai plus de one shot. C'est bon. Alors c'est pas pour ça que je ferai peut-être pas des plus petites BD, mais du coup c'est dur de se motiver en sachant que je pense déjà à l'après BD quoi. Donc c'est pas un podcast où on annonce la fin de carrière de Mathieu Babelet, je vous rassure. En tout cas, j'espère pas, parce qu'on verra bien la direction que ça prendra dans les futurs épisodes. J'ai quand même deux questions peut-être naïves à te poser par rapport à ça, mais est-ce que t'as pas envisagé quelque chose aussi pour justement te soulager un petit peu, on va dire, à la fois de la pression ou du manque d'envie qui t'assaille, c'est-à-dire soit en réduisant le chapitrage, en reprenant ton scénario et en disant il y a des choses que je peux enlever, ou alors en fait mon world building j'ai pas besoin d'en faire autant, donc réduire de façon concrète ça, et sinon quelque chose d'encore plus radical parce que t'es un artiste, de changer de style et de faire quelque chose de moins dépouillé, puisque c'est aussi ça dont on se doute que ça te prend du temps, parce qu'on connaît ton dessin qui est très détaillé, justement avec une maîtrise de la perspective abusée, voilà, sur tes paysages, sur les décors, sur tes bâtiments, justement. Donc là tu repars sur des forcément, parce qu'on se dit aussi, enfin, on peut se dire aussi que tu pourrais même dans ton world building le faire en sorte qu'il soit plus reposant à faire pour toi. Moi, j'ai en mémoire maintenant, parce que je l'ai fait il y a moins d'un mois, le podcast sur le pragmatisme, on va dire, de Naïef, tu vois, qui met ses personnages dans les hautes plaines pour ne pas avoir dessiné les jambes des chevaux. Toi, tu te dis pas, pour représenter le système, je pourrais faire juste une grotte très simple qui est aussi immobile, ou juste une termitière peut-être, tu vois, mais qui sera quand même moins relou à dessiner qu'un immense immeuble avec plein de petites fenêtres que tu dois ancrer. Est-ce qu'il n'y a pas donc une de ces deux options qui te paraissait envisageable ou pas? Qui te le paraissent peut-être d'ailleurs. Non, parce que je me connais, je suis incapable de faire des concessions. Vraiment, enfin, c'est artistiquement, non, c'est le bouquin, il faut qu'il soit 100% conforme à ma vision de départ, ou je vais pas avoir envie de le faire tout court, quoi. Donc non, et je pense encore une fois, c'est pour ça que ça me fatigue plus que ce que ça ne devrait, parce que l'ambition du bouquin dépasse mon envie à le faire, voilà, et donc fatalement ça peut pas marcher, et en même temps je sais que je pourrais pas revenir en arrière et que je ferai pas de concession, donc il faut quand même trouver des astuces. En l'occurrence, c'est pour ça que là dans les prochains jours je vais commencer à dessiner en 100% numérique sur tablette pour m'alléger une partie du travail, parce que je devrais gagner un peu de temps sur
Alors déjà sur des tâches ingrates telles que scanner et nettoyer ses Il faut planches. que tu nous dises aussi que ça, c'est parce que quand tu fais du tradi, donc il y a toute une étape de scan, puis aussi de nettoyage. Oui, c'est Est-ce ça. que tu peux un peu nous détailler ça, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup abordé. Effectivement. En plus. Alors il y a deux choses. C'est-à-dire quand je travaille en tradi, je travaille d'abord au crayonné bleu sur mes planches et ensuite je les encre à l'encre normalement. Quand je scanne mes planches et que je les récupère ensuite numérisées sur Photoshop, il faut que j'enlève le bleu. Il faut. Je t'interromps juste, mais c'est pour ça que c'est du bleu, c'est pour que ça puisse être plus facile. Ça s'enlève très facilement, Okay. mais il y a quand même une petite manip à faire. Il faut que je nettoie les gouttières, donc tout l'espace qu'il y a entre chaque case pour qu'elle soit clean. Il faut que je travaille un peu les noirs, c'est-à-dire que faut que les noirs ils soient bien noirs. Il faut aussi, est-ce que je veux accentuer un peu le gris pour le faire ressortir, notamment tout le travail avec les pinceaux secs. Ensuite, des trucs tout bêtes, mais il faut placer les bulles. Et enfin voilà. Et tout ça fait que multiplié par X nombre de planches à faire, c'est un travail monumental et qui sert à rien, qui est une vraie perte de temps quoi. Et en tout cas moi que j'arrive pas à compter dans mes heures de travail quand je fais une planche. J'ai pas le temps de faire autre chose quoi. Et donc voilà, j'espère vraiment que le numérique, donc réponse à l'épisode 2, j'espère vraiment que le numérique aura complètement transcendé mes difficultés et que du coup j'aurais pu avancer de manière plus rapide et puis plus je pense plus efficace aussi. Enfin, il y a un truc tout con, hein, je trouve les écrans d'ordi, il y a un côté un peu hypnotique, tu vois. Enfin, moi je suis capable de bosser des heures devant l'ordi parce que je sais pas, parce que l'écran t'empêche de regarder ailleurs, alors que j'ai plutôt tendance à papillonner vachement plus rapidement sur une feuille de papier. Donc voilà, enfin c'est encore une fois, c'est comment arriver à berner un peu son cerveau pour être efficace et enchaîner les planches. T'as connu d'autres blocages en fait, ce que tu m'avais dit parce que nous on enregistre en décembre, mais ça fait depuis mars, depuis le FIBD qu'on parlait de ce projet de podcast et qu'on voulait déjà le faire même un peu plus tôt dans l'année. Et tu m'avais déjà dit que t'avais un peu rencontré quand même des problèmes de blocage. Donc c'était que lié à ça principalement, ou il y en avait d'autres qui se sont ajoutés ou qui se sont révélés à toi en cours de route. Bah, celui de la technique, en tout cas, je l'avais mal anticipé. Ça, c'est certain. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Il y a des trucs, hein. Encore une fois, le fait de passer après carbone, je vais me répéter, hein, mais c'est compliqué, quoi, parce que encore une fois, il faut que CyanogenMe soit meilleur. Et voilà, je sais pas en l'état actuel avec le scénario que j'ai s'il sera meilleur. C'est absolument pas garanti. Et aussi parce que je trouve vachement dur, alors je sais pas si c'est un ressenti que d'autres ont, je trouve ça vachement dur de créer aujourd'hui à l'époque dans laquelle on vit, fin 2022, mais de manière générale tout 2021 et tout 2022, je trouve ça dur en fait. Le quotidien est tellement anxiogène, enfin tu vois, pour peu que t'aies un peu le nez dedans et que tu regardes ce qui se passe quoi, que arriver à se dire moi je vais prendre un peu mon petit plaisir de mon côté à dessiner des BD toutes gentilles et ça sera prêt en 2025. 2025, il y a le temps d'avoir 4 guerres mondiales d'ici là. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, peut-être pas. Hein. je sais que le Covid et l'après-Covid, ça a été il y a eu un truc au niveau créatif aussi, hein, purement vraiment en termes d'envie, de motivation et vraiment de se dire, est-ce que c'est très pertinent de faire de la bande dessinée en 2022, quoi, carrément, quoi. Est-ce qu'il y a pas des choses un peu plus importantes à faire ou à penser, quoi. C'est mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil, parce que enfin moi quand j'en discute dans mon cercle d'amis avec des gens qui sont pas du tout dessinateurs, tout le monde a un peu cette prise de conscience de se dire c'est dur de trouver du sens à ce qu'on fait en 2022, je trouve. Il y a des choses qui ont enfin tu mentionnais le décès de ton papa, mais il y a d'autres choses dans ton mode de vie un peu qui ont changé avec effectivement l'état du monde qui a quand même une gueule complètement différente depuis maintenant de bientôt 3 ans d'ailleurs. Ouais. Bah oui, je trouve, enfin tu vois particulièrement là en cette fin d'année justement avec les pénuries dans les magasins, les possibles pénuries énergétiques. Là, du coup, je me sens directement touché, mais tous les problèmes en termes d'éducation nationale, là, les problèmes aux urgences pédiatriques où on peut plus soigner les gamins. Enfin, voilà, il y a un quotidien assez morose. On sent qu'on va vers un moins bien. Quand on n'est pas très militant comme moi, malheureusement,
Et il y a aussi comment dire, une notion d'impuissance, quoi, à se dire, bah, voilà, le monde, il part un peu en vrille et je sais pas quoi faire. Et donc, et encore une fois, je pense que c'est un sentiment assez général, hein, c'est pas spécialement les dessinateurs de BD, mais moi, ça se traduit par une difficulté à trouver l'envie de se dire, yes, faisons de la BD, c'est trop bien le divertissement. Alors que, pourquoi pas, hein, et l'art. Puis un divertissement qui porte un message quand même. Oui, quand même. Mais bon, voilà, toujours dit que je trouve pas ça évident, quoi. Ouais. T'as pensé à te couper des réseaux sociaux? Ou à arrêter de regarder le journal si tu regardes le journal, ou arrêter quelque part accepter de te couper d'une partie de l'information justement pour plus être, alors ça changera pas l'état du monde. Non. Mais toi, dans ton ressenti et après comment ça t'impacte au quotidien, peut-être que ça peut changer les choses, d'être moins au contact justement de ce monde, surtout que on sait très bien que par les écrans justement qui t'hypnotisent tant, t'auras qu'un seul reflet en fait du monde réel, tu vois, et qui peut-être même est sciemment tourné vers l'anxiogène. Oui, moi ma bulle de filtrage des réseaux sociaux, elle est clairement tournée vers les mauvaises nouvelles plutôt que les bonnes. Ouais, clairement. Alors en théorie, oui. Je pense qu'en pratique, je suis un peu trop addict à l'information justement. J'ai l'impression que si je vais pas sur Twitter voir ce qui s'est passé, je vais rater un truc, quoi. Donc que t'as juste besoin d'aller sur Comics Blog, tu sais en plus, voilà. Mais ouais, donc tu veux pas te couper de l'information. Non, et d'autant plus en fait que ça nourrit vraiment, paradoxalement, ça nourrit aussi mes histoires, parce que j'aurais pas eu le même discours, j'aurais pas raconté la même chose avec Carbone et Silicium si justement je m'étais pas plongé dans les problématiques environnementales, sociétales et économiques de l'époque, quoi. Il y a quand même un danger avec la prise de temps. Est-ce que tu mentionnais avant, t'as peur de pas être rattrapé par la réalité, mais on est quand même dans une époque en plus qui change très rapidement, j'ai l'impression, où le temps long n'existe plus, et t'as pas forcément la peur d'être rattrapé, mais te dire que par contre des choses qui vont survenir encore d'ici la sortie de l'album pourraient se retrouver quand même dans Silent Genie. Est-ce que t'as une forme de malléabilité quand même dans tes planches, dans ton histoire, pour pouvoir pour te laisser le champ d'intégrer des choses que tu n'aurais pas encore prévues, hein? Oui, je pense, hein, c'est possible, ne serait-ce qu'en rajoutant 1 ou 2 pages ou simplement en modifiant des dialogues, ça c'est toujours possible. Même si, pour le coup, là, à part si l'État français se scinde en plein de petites communautés zadistes, bon, on devrait pas être rattrapé par l'histoire de Silent Genie tout de suite, quoi. Là, je pense que là, on est plutôt bon, quoi. D'accord. Et est-ce que tu vois alors concrètement tout ce que tu as à faire en termes de dessin, de découpage là-dessus par contre t'es au clair ou pas? Ouais. Ça pour le coup, et c'est ce qui est cool en plus. Alors parce que ça je l'ai pas précisé, c'est que les choses où je suis pas encore complètement au clair, je les repousse vraiment à plus tard, et dans le sens où travailler sur autant d'années, ça permet d'améliorer des concepts qu'on a eu au départ. Donc là, spécifiquement sur mon scénario, il y a certains endroits où je sais que c'est pas encore optimal, mais ça se trouve dans 2 ans, quand je dessinerai cette partie-là, et ben j'aurai trouvé une bonne idée et ça sera mieux. Enfin, des trucs tout cons, mais je mentionnais les pénitents au début, donc s'ils sont ces personnages-là, je sais pas, peut-être 1 mois, ils étaient pas dans le scénario d'origine, et 1 mois avant de devoir dessiner ces pages, voilà, c'est une nouvelle faction qui est née parce que j'ai eu cette idée non pas au début, au moment où il faut fixer le scénario qui doit plus bouger, mais plutôt en cours de production, et j'aime bien ce côté-là de me dire, je fais confiance aussi à mon moi du futur pour améliorer aussi les choses, et enfin c'est ce qui s'est passé sur Carbone en l'occurrence, et voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne idée dans quelques mois, quoi. Mais donc t'estimes que t'es plutôt cadré alors comme auteur, ou à l'inverse chaotique? Non, alors c'est quoi ton alignement? Non, je pense que je suis très cadré parce que tout doit être, parce que encore une fois, quand même tout est prévu au début, et que à mon sens, il faut vraiment
j'ai un bon début et une bonne fin. Par contre, c'est cadré et organique. Voilà, c'est ça plutôt. Organique parce que je peux faire des allers-retours entre le scénario et le dessin, qu'il y a des choses qui peuvent bouger. C'est jamais des choses fondamentales. Je veux dire, parce que le squelette, pour qu'il se tienne, qu'il n'y ait pas de ventre mou, et particulièrement sur des projets aussi gros où on a très vite fait de perdre l'attention du lecteur, c'est important d'avoir un truc cadré. Mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui peuvent changer, évoluer. Parce que, encore une fois, une bonne idée, quand j'ai écrit l'histoire à l'été 2021, se révélera peut-être une mauvaise idée dans 6 mois et sera remplacée par une idée meilleure dans 1 an, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, ça, c'est un luxe de pouvoir bosser sur un projet aussi longtemps. Alors, donc le pendant négatif, c'est que c'est beaucoup trop long. Mais le point positif, c'est que, à mon sens, vraiment, un scénario, il mature, quoi. Enfin, plus il mûrit, plus il devient intéressant. Et c'est un luxe de dire qu'on peut laisser reposer un scénario pendant 4 ans, pendant qu'on est en train de faire les planches, parce qu'il pourra être un peu modifié et ça ne le rendra que meilleur. Ça, c'est vraiment top. Enfin, j'ai vraiment ressenti la différence, par exemple, avec Midnight Order, où là, il y avait une obligation d'efficacité, où là, dans 1 mois, il faut que tu aies pondu 2 scénarios, point. C'est pas du tout la même écriture, mais on sent, enfin, moi, je sens que je peux pas mûrir les scénarios de la même manière que les scénarios de one shot. Parce que d'un point de vue pragmatique, l'avance que tu as pour Silent Jenny te permet pas de vivre 4 ans. Non, du tout. Non, même si je fais partie enfin, je suis bien payé pour la maison d'édition avec laquelle j'ai. Non, moi, alors je vis principalement des droits d'auteur de Carbone et Silicium, parce que ça a tellement bien marché que ça me permet de combler le vide dans notre 2 projets, et puis de trucs à côté, que ce soit l'illustration, la vente d'original, le jeu vidéo, enfin, etc. Justement, tu peux un peu me parler de ces à côté que tu fais, et justement que tu priorises peut-être par rapport à ça, par rapport au blocage que tu as sur Silent Jenny. Ça te permet d'avoir aussi peut-être la respiration qui te sera nécessaire pour reprendre le travail après, attendu que la tablette, que le numérique va pouvoir sûrement peut-être décoincer pas mal de choses. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces projets secondaires pour avoir une respiration, parce que autrement, j'arrive pas à avancer sur Silent Jenny. Mais en les faisant, je prends du retard et je n'avance pas assez vite sur Silent Jenny. Voilà. C'est le cercle vicieux par excellence. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment. Aujourd'hui, j'en ai quand même besoin parce que c'est une vraie respiration. Faire que de la BD, 5 jours par semaine, vraiment, j'y arriverai pas, j'en aurais pas l'envie. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre. Donc, il y a eu un moment où donc j'ai été prof de bande dessinée. Là, moi, j'ai arrêté justement par faute de temps. Il y a tout le travail au sein du label, enfin, qui est quand même une activité secondaire assez importante, parce que on est quand même souvent en lien avec Ron, Blackie et Flo sur les projets qu'on voit passer, sur les suivis, sur les maquettes, sur les projets de com, etc., sur les projets que nous-mêmes on suit. Donc là, en l'occurrence, je suis un projet de SF pour 2025 aussi, je crois. Et donc, il y a un peu de suivi à faire dessus. Donc ça, c'est déjà un job secondaire qui est obligatoire de fait, hein, mais qui parce prend que du temps. vous l'avez choisi en devenant coéditeur en 2019. Ouais, c'est bien ça. Et à côté de ça, je sais que j'aime bien faire de l'illustration parce que justement, à contrario d'un projet qui prend 4 ans, là, ça prend 4 jours et donc il y a un côté gratifiant très rapide. Et donc depuis 2021, je bosse aussi sur un jeu vidéo qui sera sorti normalement. J'allais dire. Ouais, normalement il sort au printemps 2025, donc ça sera sorti. Mais j'espère comme j'ai pas de garantie que ça prenne pas du retard, je vais peut-être pas en parler plus que ça. Mais toujours est-il que là c'était une proposition que j'ai eue pour être scénariste et directeur artistique sur un jeu indé, et ça me plaît beaucoup aussi. Ça me prend plus de temps que ce que je devrais raisonnablement passer dessus, mais je me vois bien un jour faire du jeu vidéo et faire un peu moins de BD, parce que pour le coup il y a un truc assez intéressant, c'est déjà que c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que autant sur Midnight Order, le projet est collaboratif, mais tout le monde fait de la BD et je sais faire de la BD. Autant je sais pas faire du jeu vidéo, je modélise pas, je code pas. Donc il y a une vraie nécessité à travailler à plusieurs, et ça c'est vraiment extrêmement enrichissant. Et en termes de narration, il y a des choses
vraiment original à raconter en jeu vidéo. Et autant en bande dessinée, j'ai peur à un moment de commencer à me répéter dans mes scénarios, dans ma manière d'écrire et ma manière de raconter. Autant, voilà, jeu vidéo, c'est un peu une terre de promesses où bah, fatalement, logiquement, pardon, il y a encore beaucoup de choses à inventer et où, voilà, moi, j'ai plein de choses encore à défricher. On évoquait les concessions et moi ça me permet de revenir là-dessus avec les changements de narration, mais pareil, tu dis pas pour les 3 prochains albums de vouloir et sans faire de concessions avec toi-même, mais changer d'approche et d'avoir un dessin plus épuré qui te permettent aussi même de peut-être de prendre plus de goût aussi dans le dessin. En fait, parce que t'es pas cloisonné par ton style. Non. Un style, ça évolue. Il y a plein d'artistes qu'on a vu évoluer. Enfin, moi, là, j'ai Larsenet qui me vient en tête immédiatement, par exemple, tu vois. Mais tu peux, enfin, le Mathieu Bablet de sa trilogie SF peut être un autre Bablet que les 3 derniers albums, du coup, qui arriveront ensuite. Alors, oui. Alors, je pense que c'est possible, mais qu'il faut le faire intelligemment. Je trouve que ça se voit beaucoup sur des artistes qui sont en fin de carrière ou qui ont un peu de bouteille, où il y a un peu moins d'envie de dessin, un peu moins de patience, et on se retrouve des fois avec des styles vraiment mauvais. Alors, Frank Miller, on peut le dire. Voilà, moi j'allais citer John Romita aussi. Enfin, tu vois, entre sa période Straczynski avec Spider-Man et ce qu'il fait aujourd'hui, où s'il avait pas quelqu'un déjà pour rattraper son dessin à la couleur et à l'ancrage, ça serait catastrophique. Et ça, je pense que c'est le mauvais versant. C'est des gens qui se sont donnés et à un moment, je pense, par perte d'envie ou d'énergie, on simplifiait le trait, mais pas comme il faut. Et il y a un autre pendant, et je pense notamment à Mike Mignola, qui a réussi à épurer son trait à l'extrême. Ou à Tsuto Munihei qui entre Blame où il y a énormément de détails architecturaux, etc., et ce qu'il fait dernièrement sur Apo Sims où finalement on est presque plus sur de la ligne claire, où il y a aucun trait de fermé, tout est plus suggéré, on arrive à avoir toujours autant de détails et pour autant dans un style qui clairement lui prend moins de temps. Voilà, il faudrait probablement que j'aille dans cette direction-là. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de fermé pour les prochains projets. Alors ça allait pour Silent Jenny parce que j'ai fait 100 pages avec masse d'ancrage, donc je vais le faire. Et je pense que je serais content à la fin d'avoir eu un projet où j'aurais pu tester aussi une nouvelle technique, parce que faut pas essayer de trop s'enfermer non plus dans toujours les mêmes automatismes. Mais pour la suite, oui, pourquoi pas simplifier un peu. Encore une fois, c'est voilà, trouver le bon équilibre pour pas avoir un dessin au rabais, mais avoir un truc qui soit logique et dans une forme de continuité. Alors techniquement sur cet aspect numérique, l'ancrage, tu vas quand même faire un process d'ancrage. Oui, pour le coup, normalement, ça sera invisible entre les planches numériques et les planches tradi. C'est-à-dire, je vais utiliser les mêmes brushes et il va avoir autant d'ancrage et de masse de noir. Mais je pars du principe que ça sera plus rapide. En fait, là où je vais gagner du temps en numérique, tu penses que tu vas gagner du temps. Vivement l'épisode 2 pour déchanter. C'est donc au-delà du fait de scanner, de toutes ces petites tâches un peu ingrates, c'est sur le crayonné, parce que vu que justement il n'y a pas cette pression, au pire je gomme ou je contrôle Z, donc je vais avoir un crayonné beaucoup plus lâché où je vais surtout mettre en place les perspectives et les compositions et ancrer directement dessus, quoi. Oui, parce qu'il y a tout cet aspect-là aussi sur tes planches, c'est qu'au départ, tu traces aussi, notamment quand tu fais des compos avec les grands paysages, avec les bâtiments, c'est que tu traces tes lignes de fuite pour pouvoir justement maîtriser parfaitement la perspective et ensuite pouvoir caser tous les détails. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi, peut-être plus facilement, en plus en numérique. Alors, exactement, ouais. Notamment, placer les points de fuite, oui, c'est ça devrait me prendre 30 secondes là où ça me prend 5 à 10 minutes, quoi. Donc oui. Enfin, écoute, on verra ça la semaine prochaine. Mais je compte et voilà, et peut-être que ça m'ouvrira d'ailleurs à un dessin qui va évoluer et qui sera simplifié. Mais encore une fois, j'ai du mal à faire des concessions, donc je pense que faudra que ça soit logique, quoi, dans le processus de création. Autrement, encore une fois, il faut que je tienne encore 3 one shot et puis quitte à ce que ça soit un peu dur. Et il y a aussi un truc, je suis un peu j'aime bien avoir une œuvre qui est cohérente d'un bout à l'autre, tu vois, de La Belle Mort au dernier bouquin. J'aimerais bien que ça soit cohérent, qu'on puisse envisager ça comme un gros bloc avec
avec le même dessin qui aura évolué, quoi. Mais à l'heure où on se parle, ces 3 prochains bouquins, tu sais déjà de quoi ça va parler? Parce que au tout début, donc on disait que tu parlais souvent d'une envie de dessin et qu'ensuite tu y ajoutais les envies de messages et thématiques. Mais tu sais par contre qu'il y en a 3 autres. Donc techniquement, ça veut pas dire que tu vas avoir une envie spontanée de. Tu vois Oui, ce que je veux dire? Alors, ce qu'il y a, c'est que comme mes projets sont de plus en plus longs à réaliser, Oui, tu peux dire j'ai le temps de réfléchir à plein d'autres projets en attendant, quoi. Ça, vraiment. Et en l'occurrence, donc, après c'est Engenie, donc les deux autres bouquins, il y en a un, ça sera de la fantasy et l'autre, ça sera de la SF bizarre. Et donc, encore une fois, j'ai largement eu le temps d'y penser parce que, j'aurais mis 4 ans entre Shangri-La et Carbone. Là, j'aurais mis 5 ans entre Carbone et Silent Genie. Enfin, voilà, il y a le temps de réfléchir à plein d'autres concepts. Et en fait, du coup, là où je pense, où je sais plus ou moins que je vais m'arrêter à ce chiffre-là, c'est que déjà, je pense que j'aurais plus l'énergie de faire des one-shots après. Et aussi, surtout, parce que, il y aura une forme de cohérence. C'est-à-dire, justement, on pourra lire rétrospectivement toute mon œuvre, entre guillemets, de La Belle Mort à là, et j'aurais poncé normalement les problématiques dont j'avais envie de parler. Et parce que en fait, il y a quand même mais tu sais pas de quoi l'avenir va être fait et quelles problématiques pourraient se rajouter ou quelles envies quelles thématiques pourraient se rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, il y a forcément des choses qui vont t'arriver dans la vie, heureuse, je te le souhaite, et peut-être moins, mais que tu ne peux pas prévoir et qui vont risque aussi, ou même comme la pandémie qu'on a vécue que personne n'a pu prédire vraiment. Tu vois, il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent tout changer. Alors je peux me tromper, mais il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est que rétrospectivement j'ai quand même un peu toujours les mêmes problématiques, un peu toujours les mêmes personnages. Les intrigues sont différentes, mais il y a le même ton dans mes histoires et encore une fois, moi je sens il y a beaucoup de récurrences que moi en plus me sautent aux yeux, mais je pense qu'ils vont sauter aux yeux de plus en plus aux gens à mesure que les albums vont sortir, où on peut se dire oui, bah effectivement, la thématique du temps long, la thématique de la contemplation, le rapport je sais pas à ce qu'on fait de sa vie, à la mort, au deuil, etc. Je le vois dans absolument toutes les œuvres. Et il y a un truc qui me fait peur, c'est un moment, tu passes le cap où tu commences à te caricaturer toi-même dans ton propre travail. D'être typecasté, on dise ah oui, ça c'est un Babelais. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'auteurs. Il y en a qui sont capables de se réinventer du tout au tout. Alors tu vois, je pense à des cinéastes, je sais pas, je pensais à Denis Villeneuve ou Bong Joon-ho par exemple, qui arrivent, même si on sent quelques thématiques, à avoir des projets radicalement différents d'un projet à l'autre, quoi. Et il y a des cinéastes qui sont toujours sur la même thématique. Je prends souvent l'exemple de Christopher Nolan. Parce que finalement, malgré le fait qu'il y a un décorum différent à chacun de ces bouquins, on sent les mêmes intentions, on sent les mêmes, pas les mêmes ficelles, mais on sent les mêmes personnages, les mêmes envies. Quand tu vas voir un Christopher Nolan, tu sais à quoi t'attendre en termes de personnages, tu sais ce qu'il a envie de te raconter, tu sais qu'il y a un rapport pareil au temps, à la temporalité du cinéma, au twist et au faux semblant, et quel que soit le film que tu vas aller voir, t'auras ça. Et de telle sorte que je pense que Christopher Nolan, son pic cinématographique, il est passé. Maintenant, on va voir un Christopher Nolan et il est pas. On sera jamais surpris, c'est ça ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Et pour moi, son pic, c'était à l'époque, tu vois, The Dark Knight. Comment ça s'appelle merde, avec DiCaprio. Inception. Pardon. Enfin voilà, toute cette époque-là. Et je crois vachement à ça, qu'à un moment, on n'est plus très pertinent pour raconter des histoires, ou en tout cas ça sert plus à grand chose parce qu'on a déjà trop raconté. Et je pense que je fais partie de ces artistes qui ont trop d'obsessions qu'ils ont besoin de mettre dans leurs bouquins pour arriver à me renouveler et du tout au tout. Et voilà, et j'ai pas envie de me répéter, donc je pense que là dans 3 albums j'aurais fait un peu le tour de ce que j'avais envie de raconter en bande dessinée. Et
et je suis pas sûr d'être capable de me réinventer. Alors si je suis capable, tant mieux, et ça donnera peut-être le lieu à une autre facette de ma vie d'artiste, mais en tout cas pas à celle-ci, pas la même en termes de dessin, pas la même en termes d'histoire, parce que on pourra voir du coup ces 7 one shot comme une unité terminée, quoi, c'est certain. D'accord. Voilà, je sais pas si c'est très compréhensible. Si, c'est très compréhensible, mais c'est ce que les gens comprennent aussi, c'est qu'il y a une fin, il y a une fin déjà prédéterminée en fait à ton œuvre. En fait, clairement, t'as déjà décidé. Et je veux pas faire de non, enfin à ta carrière d'auteur de BD, mais pas forcément à ta carrière de narrateur ou de conteur d'histoire, parce qu'il y a d'autres façons, comme tu dis, le jeu vidéo permet de raconter l'histoire. Tu pourrais juste être scénariste sans forcément dessiner, mais que quelque part t'as quand même déjà décidé de quand ta carrière prend fin dans un registre donné. Ouais. Enfin voilà, ouais, dans les gros one shot, ouais, franchement, je pense que j'aurais fait le tour, quoi. Et je pense que les lecteurs auront fait le tour. Encore une fois, ouais, je crois vachement aussi au côté très cyclique des artistes qui encore une fois sont un peu en phase avec leur époque à un instant T, et à un moment, s'ils continuent à faire toujours les choses qu'ils ont toujours fait, tu seras un boomer. Voilà, non mais tu deviens un boomer, parce qu'effectivement ce que tu racontes, ça touche plus le cœur de la société, alors que toi tu t'es enfermé dans tes automatismes, quoi, et ça j'ai pas envie. Mais c'est pas déjà des choses que tu ressens ou dont t'as peur par rapport au fait que les sociétés changent plus rapidement? Si, complètement. Ouais, complètement. Oui. Bah, ça, particulièrement dans le monde de la bande dessinée, je trouve que c'est vraiment flippant. Moi, par exemple, pour avoir, du coup, enseigné avec des jeunes qui avaient entre 18 et 22 ans, qui étaient gros lecteurs, de webtoon. Enfin, tu vois, si la bande dessinée allait dans cette direction-là, bah, je serais vraiment un gros boomer, parce que je suis incapable de faire du webtoon. C'est-à-dire que moi qui prends le contre-pied d'une production accélérée en essayant de faire des bouquins très longs qui mettent du temps à se lire et où je mets beaucoup de temps à les faire, il faudrait d'un seul aller dans le sens du productivisme et faire de la lecture rapide à consommer régulièrement, quoi. Donc enfin il y a un grand écart absolu entre ces deux positions là, et je suis incapable de me mettre à ce genre de narration. C'est pas comme ça que moi j'ai construit ma technique, quoi. Donc oui, ça, je trouve ça fait peur, effectivement, parce que la manière de consommer l'information et les médias aujourd'hui va déjà hyper vite, et je suis déjà un peu en contre-courant par rapport à ça. Et pourtant, t'es dans un courant, parce que le one-shot et le roman graphique, comme on aime l'appeler, c'est devenu une tendance par rapport à la série qui était plus traditionnelle dans notre paysage. Alors, le one-shot aussi que le label 619 a aidé à façonner et à généraliser dans les pratiques de lecture. Donc t'es quand même quelque part aussi en phase avec une certaine époque, ou même peut-être même que t'étais un petit peu avant-gardiste à un moment donné. Alors en tout cas, j'ai profité, ça c'est certain, de l'énergie autour du roman graphique. Mais est-ce que ça va durer? Encore une fois, dans 10 ans, est-ce que les jeunes ils se seront mis à la bande dessinée, alors qu'on voit que c'est un genre qui est déserté au profit de celui du manga, quoi. Enfin, tu vois, c'est je sais pas. Qui reste de la BD quand même. Oui, non, pardon. Je faisais une distinction de la franco-belge qui a du mal à renouveler son lectorat, et particulièrement son lectorat jeune, et effectivement en comparaison du manga qui lui a complètement transformé l'essai et qui est devenu un phénomène de société aujourd'hui, quoi. Mais justement, par rapport à tes étudiants qui sont jeunes et qui sont tournés qui étudient, qu'ils étaient beaucoup tournés vers le webtoon, mais donc à qui t'as appris le dessin, tu ressentais chez eux aussi que ça les intéresse pas de faire de la franco-belge traditionnelle, on va dire? Alors en tout cas en format 48 pages, plus du tout. Ça c'est clair, c'est fini. Et il y en a encore sur le roman graphique. Mais encore une fois, je sais pas si ça perdurera. Bon, après, c'est pas une angoisse, dans la mesure où après le paysage BD il peut évoluer, hein, c'est pas un problème. On n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle, donc il y a d'autres moyens de s'inquiéter sur le sujet. Mais toujours est-il que en tout cas oui, je pense que voilà, j'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de faire l'album de trop, ça me fait vachement peur. Et j'ai pas envie à un moment d'être ce boomer qui a l'impression d'être un peu en phase avec son époque et qui est complètement déconnecté. Mais ça, c'est quelque chose que de toute façon tu pourrais ressentir par rapport aux échanges que tu as avec à la fois tes lecteurs, mais aussi même avec tes collaborateurs. Et je pense notamment là sur Silent Jenny, alors on enregistre ce podcast, est-ce que tu as
parlé de tes problèmes avec Run, Blackie? Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Est-ce que vous échangez aussi sur ce genre de choses, ou c'est quelque chose qui plutôt que vous gardez pour vous? Non. Alors, on l'a pas encore fait sur Silent Genie. C'est-à-dire que là, je détiens une discussion exclusive à l'heure. Je pourrais tellement te faire chanter, c'est génial. On l'a pas encore fait, il faudra le faire parce que c'est ce que j'avais fait sur Carbone et Silicium, et ils avaient été d'une grande aide en plus, hein, vraiment, avec des super bons conseils et des choses qui avaient débloqué certaines parties. Là, c'était jusqu'à peu, c'était le scénario, les intentions, comment l'expliquer le projet, c'était pas encore suffisamment clair dans ma tête pour que je me dise, bon, on va faire une réunion avec les autres pour leur demander où ils pensent que ça coince, parce que ça coinçait déjà pour moi, tu vois. Mais maintenant, oui, là, il va falloir qu'on prenne un petit temps pour voir si ça va, voilà. Sachant que je suis un peu rassuré, tous mes scénarios, je les fais lire par Claire, du coup, ma compagne. Et voilà, déjà avoir cette première lecture de quelqu'un qui te dit, j'ai rien compris à ce que t'essayes d'exprimer et ce que tu me racontes, ou j'ai compris, déjà, voilà, ça m'aide à me dire que je vais pas trop dans la mauvaise direction, quoi. Et j'ai jamais un moment où même si par exemple Claire te disait j'ai pas compris, ou ça j'aime pas, ou par rapport à ta volonté de pas faire de c'est quel terme que tu disais, de concession. Alors j'essaie de pas être trop bête non plus. Par exemple, elle te dit mais c'est nul ton truc de microscopie là. Elle l'a dit. Mais alors là j'ai pas fait de concession. Alors là typiquement parce que c'était pas, c'est parce que pourquoi les gens ils se miniaturiseraient pour aller chercher des traces ADN, pourquoi? Parce que c'est mon kiff en tant que dessinateur. Bon voilà. Mais non j'essaye prendre avoir des avis extérieurs, c'est extrêmement important, et tout est pas gravé dans le marbre quand je m'aperçois que j'ai tort, quoi. En l'occurrence, par exemple sur Carbone et Silicium, il y avait une fin différente à la base, et j'en ai discuté avec Claire, et elle m'a dit que ma fin a été con, et elle m'a proposé une autre fin qui est celle qui est dans la BD aujourd'hui, qui est bien meilleure d'ailleurs. Et tu peux nous en parler juste de cette fin, du coup, en bonbon, sachant que ce podcast ne verra pas le jour avant. Ouais, alors bien sûr. Disons que Carbone sera bien lointain, donc on espère que tout le monde l'a lu quand même. Allez lire Carbone et Silicium. En plus, c'était le premier first print qu'on faisait ever, donc il faut aller le lire. Mais c'était quoi, du coup, cette différence de fin? C'était une fin vachement plus pessimiste, parce que en fait, au moment où il se retrouve du coup au niveau du barrage d'Itaipu au Brésil, et que Carbone est en mode araignée et qu'il arrive, que Silicium est en mode araignée et qu'il voit Carbone qui est prête avec ses adeptes à plonger dans le réseau, et il se voit pour une dernière fois, et puis ils se séparent. Carbone, elle va effectivement dans le réseau, Silicium, il continue d'explorer le monde, et point, parce que on se rend compte qu'ils ont pas réussi à trouver l'équilibre justement entre la raison de l'un et les pulsions de l'autre, et entre leurs caractères différents. Et c'est hyper triste comme fin, hyper nihiliste encore une fois. Et du coup, c'est elle qui m'a donné l'idée plutôt de se dire, non, en fait, elle fait le choix de rester avec lui, parce que c'est quand même vachement plus beau. Et effectivement, c'est plus beau. Et je pense que la fin aurait été bien moins impactante si c'était juste séparé comme ça. Je suis pas forcément d'accord, parce que c'est bien aussi les fins un petit peu traumatisantes, mais après peut-être que... Moi, je fais que ça à chacune de mes BD, quoi. À un moment, tu vois. Adrasté, c'est pas traumatisant. Non. Moi, je la trouve apaisante, justement, Adrasté. Oui, mais c'est la seule. Voilà, c'est le contre-exemple, quoi. Parce qu'autrement, toutes les autres, c'était pas non plus des fins hyper joyeuses. D'accord. Est-ce que tu sais déjà un petit peu, vu que on parlait de ton blocage et du fait que c'est le numérique qui pourra peut-être te sauver, là c'est une partie un peu plus juste technique de cette discussion, c'est comment on choisit de faire sa transition numérique, quel type de tablette utiliser, comment choisir son matériel, ses apps et tout ça. Ouais. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi pendant très très longtemps j'ai pas voulu entendre parler du numérique, non pas parce que je suis un boomer, tu peux le dire. Peut-être un peu. Sur cet aspect peut-être, mais juste cet aspect. En tout cas, non pas parce que je suis attaché outre mesure à mes originaux, parce que c'est pas le cas. Alors je dis pas c'est pratique d'en vendre un petit peu en galerie, hein, mais c'est pas spécialement la raison. C'est simplement parce que à l'époque, quand j'avais essayé à quelques années, et il y a deux choses qui me posaient problème, c'est que sur une tablette numérique, il y a de la latence entre le moment où tu traces ton trait et le moment où le trait effectivement apparaît sur Photoshop.
Et il y a l'épaisseur de la vitre qui fait que entre la pointe de ton stylet et ce qui est dessiné, il y a une petite distance qui n'existe pas sur le papier où tu dessines directement sur le papier. Et ça me posait problème parce que j'ai un dessin assez rapide au demeurant, même si je mets très longtemps à faire des BD, et j'ai besoin qu'il n'y ait pas de latence et que ça soit rapide. Le fait est que la technologie a énormément évolué ces dernières années, et après en avoir rediscuté justement dernièrement avec notamment Flo qui dessine sur numérique, Florent Modo qui dessine sur numérique depuis des années, et Run qui s'y est mis il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est pour l'arc 2 de Metafuckaz, donc il a dû commencer en 2020, je dirais, à dessiner en numérique, et où il a fait la transition comme ça, et où ils ont pu me rassurer sur ce point précis, et où normalement, et voilà, à peu de choses près, il n'y a pas de latence, et les épaisseurs de vitre se sont considérablement diminuées, de telle sorte qu'il n'y a pas non plus trop d'écart entre le stylet et l'écran. Donc ça, c'était intéressant. Jusqu'à présent, moi, j'avais une petite tablette sans écran avec laquelle je faisais la couleur, mais c'est pas adapté pour faire du dessin. En tout cas, à mon sens, pouvoir voir ce que tu dessines, c'est quand même plus simple. Donc, je vais partir sur un grand écran, une grande scintille. J'ai un peu hésité donc avec l'iPad Pro parce que en fait, Apple a réussi avec cet objet à avoir l'outil ultime pour dessiner en numérique, parce que l'écran est extrêmement fin, il y a zéro latence, de telle sorte que quand tu dessines, t'as l'impression de dessiner sur du papier presque. Enfin, c'est vraiment incroyable. Pour le peu que j'ai essayé, c'est avec la parfait. Ouais. On fait pas de placement de produit. Hein, non, mais enfin, en tout cas, c'est un vrai questionnement, parce que de plus en plus, il y a des autrices et des auteurs qui l'utilisent. Moi, je sais que la moitié de mes étudiants est bossé sur iPad Pro, pardon. Sylvain Repos, il fait ça pour les Gembot. Ouais, putain, ouais. Et trop tard, j'ai commandé non, mais et bon, voilà. Et je me suis, j'ai commandé la Cintiq, donc faut bien que je vais bien l'utiliser. Mais et en plus, voilà, le côté nomade, le fait de pouvoir bosser de ton canapé, enfin, c'est le rêve ultime de chaque dessinateur. Mais même pour des questions même de posture, choses comme ça. Posture, dans tous les cas, ça sera toujours mieux que moi ce que j'ai à me pencher devant l'écran, parce que là, je pourrais mettre l'écran un peu plus à l'horizontale. La verticale, pardon. Ouais. Mais toujours est-il que là, c'est posé. Moi, c'est par rapport en fait à mon dessin, j'ai un dessin extrêmement détaillé et je dessine pas sur un format A3, mais presque, un peu plus petit. Et j'avais peur qu'avec l'iPad Pro, qui a pas un très gros écran, on est sur du 12,9 pouces, je crois, un truc comme ça, je puisse jamais observer ma planche à l'échelle 1 telle qu'elle sera imprimée ensuite. Et je pense que c'est un vrai, c'est un problème, parce que du coup, j'en aurais jamais une vision juste, et c'est comme si je dessinais sur mes planches et que par contre, je puisse voir le résultat que ça donnera à la fin quand c'est imprimé. Et c'est un risque que j'étais pas prêt à prendre. Voilà, j'ai pris un grand écran dans lequel ma planche rentre à l'échelle 1. Et puis voilà, j'espère que ça, pareil, à l'année prochaine, quand j'aurai revendu ma Cintiq et passé à l'iPad Pro peut-être. pour voir comment t'aurais évolué. Et justement, tu les envisages un petit peu comment à l'heure actuelle, là, alors on enregistre ce podcast, où je crois que t'as accepté de le faire aussi, parce que t'avais envie un peu qu'on évoque aussi ces difficultés en fait qui arrivent dans le métier d'artiste, et parce que tu penses que c'est quelque chose qui est commun en fait, qui arrive que c'est une expérience en fait qui arrive à beaucoup de personnes dans ton métier. Par rapport à le blocage et cette perte d'envie de dessiner. Ouais, c'est compliqué, parce que je pense que moi, il participe d'un constat que je partage beaucoup avec Run, en fait, donc je me sens très proche de lui par rapport à ça. C'est un moment, quand t'es auteur de bande dessinée, de t'apercevoir que le dessin n'est pas du tout une finalité en soi, quoi. Toi, que t'as besoin du dessin pour raconter ton histoire. Mais moi, je me sens narrateur plutôt que dessinateur. Et je pense que du coup, ça crée des blocages. Alors, je sais pas, je vais pas parler pour les autres, mais il y a des gens qui adorent le dessin et qui continuent de dessiner tout le temps. Enfin, je pense notamment à Blacky, qui arrive encore à faire des carnets de dessin, et quand il a le temps de dessiner un peu à côté, mais je dessine pas à côté. Mais je dessine parce que c'est mon travail. Je vais pas prendre un carnet pour faire des petits dessins, que je sois en vacances ou en week-end, etc. Non, je préfère faire autre chose que dessiner, quoi. Et il y a ce moment, voilà, un peu étrange, où justement ta passion devient ton métier, et point. Et donc moi, je dessine pendant mes heures de travail et je dessine pas à côté. Et alors c'est pas triste. Je pense que ça arrive à plein de monde, et a fortiori, je pense que ça arrive aux gens
qui se découvre plus conteur qu'illustrateur, quoi. Et moi, je le ressens vraiment. En fait, la partie la plus excitante du projet, c'est le scénario. C'est quand j'écris, quand j'imagine. Et le world building, alors. Bah ouais, aussi, voilà, ça c'est trop bien. Et après, il faut faire le crayonné. Donc, tu répètes une première fois que tu as imaginé en amont, une deuxième fois avec l'ancrage et une troisième fois avec la couleur. Donc, tu es obligé de quadrupler un travail qui est excitant, tu vois, à la première étape. Et donc voilà, trouver du plaisir dans le dessin, c'est voilà, et pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire, c'est pas très grave. C'est moins mon kiff maintenant que ça l'a été il y a 10 ans. Et ça ouais, mais enfin, et quand tu t'en es aperçu au début, ça t'a pas fait peur? Enfin, tu t'es pas dit, mais merde, enfin, pas au point non plus de dire que que t'as loupé une vocation, que tu t'es fait une fausse vocation, parce que, bah, ton travail a quand même été salué, reconnu, et aimé par beaucoup de monde. Donc, je pense que tu t'es pas dit non plus, merde, je me suis trompé d'endroit. Mais ouais, le moment où tu te rends compte que t'aimes moins dessiner qu'avant, ça te fait pas peur en disant merde, limite j'ai perdu une partie de moi que je pensais essentielle. Bah, déjà, moi j'ai un truc très luxueux, et comme tu disais, c'est que j'ai eu des succès critiques et populaires, quoi. Donc bah, enfin, franchement, déjà dès que t'as atteint ça, il y a une forme d'accomplissement dans ce que de ce que je rêvais du métier de dessinateur de BD, voilà, qui est déjà fait, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et non, bah justement, non, je trouve ça, justement, ça m'aide dans tout mon processus de me dire, bah, jusqu'à quand je ferai de la bande dessinée, enfin, tu vois. Et donc non, je trouve ça plutôt sain, en fait, même, parce que ça désacralise un petit peu, en fait, le côté de la profession et l'image qu'on peut s'en faire, enfin, de cette cette vocation que tu feras jusqu'à ta mort, enfin, parce que enfin, je sais pas si ça peut-être pu t'interroger aussi, mais le fait qu'on a peut-être plus parlé récemment aussi de certains dessinateurs ou mangaka qui sont morts littéralement d'épuisement, en fait, de Kim Jong-gi qui nous a quitté cet été, qui fait un arrêt cardiaque, alors que, et qu'on suppose quand même que le rythme de vie qu'il tenait a joué forcément sur ses conditions physiques, et c'est aussi des choses qui te parlent, te font réfléchir. Ouais, on en a beaucoup parlé avec les gars, d'ailleurs, à la mort de Kim Jong-gi, parce qu'on comprenait pas à quel point les gens voyaient pas le problème dans le fait de l'image un peu poétique de l'auteur qui meurt sur scène, quoi, plus ou moins, quoi, et du fait que oui, quand t'as une passion, elle est dévorante. Et c'est ça, en ça que, enfin, très personnellement, moi, je trouve ça sain d'arriver à m'en détacher, parce que justement, le côté addictif et jusque boutiste qu'on peut retrouver dans l'art, et que j'ai eu jusqu'à présent, et j'essaie de m'en détacher, c'est très problématique, oui. C'est mettre en danger sa santé, très clairement, hein. Les fins d'album, quand je dors pas, que j'ai mal au crâne tellement je suis fatigué, et que j'espère le lendemain de me réveiller parce que vraiment je suis dans le mal, alors qu'il faut que je finisse la couleur en temps et en heure. C'est juste ridicule. Alors tout le monde n'est pas comme ça, et tout le monde n'a pas ni cette chape de plomb sur les épaules, ou le vit mieux, ou est pas là-dedans, mais oui, ce côté aliénant que peut avoir ce métier, pour peu qu'on soit déjà, je pense, dans un état d'esprit où justement le côté addictif peut nous bouffer. C'est clairement mon cas. Je sais que c'est le cas de Run aussi, par exemple, quoi. Et c'est pas bon pour la santé, et on en meurt vraiment. Il y a pas de, enfin, le corps, à un moment, il peut pas tenir. Et donc, moi, ça m'avait vachement, et ça nous avait beaucoup affecté, la mort de Kim Jong-gi, parce que on voyait quelqu'un qui, en 2 semaines, avait fait une tournée parisienne, qui allait partir aux États-Unis juste après, qui avant ça était aussi je ne sais où, et qui n'arrêtait jamais, qui était tout le temps dans la performance. Et en plus, c'était d'autant plus difficile que quand tu dessines devant du public, donc t'es dans la performance, et ce qui est fatigant, c'est à la fois le dessin et à la fois d'être devant un public. Donc bien sûr que c'est éreintant, et alors bon, je veux pas présupposer de pourquoi il est mort, mais il y a quand même, ça a du sens de penser qu'il est mort d'épuisement, quoi. Et donc j'essaie d'avoir un rapport de plus en plus sain avec justement mon métier et la bande dessinée, parce qu'il a été absolument pas sain les 10 premières années. Encore une fois, la première BD où je dormais pas et je bossais 7 jours sur 7, c'était ridicule.
Vous avez peut-être entendu un chat miauler dans le fond. Ouais. On verra si ça passe au montage ou pas. Mais voilà, apparemment, il faut absolument un chat dans les locaux où on enregistre à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que je te posais ces questions pour voir un petit peu comment tu te voyais du coup dans les prochains mois avant qu'on enregistre le prochain épisode. Qu'est-ce que tu prévois? Et ça, c'est pour qu'on puisse comparer ta prédiction forcément de cette ouverture avec l'ouverture du prochain épisode qu'on enregistrera. Eh bien, je ne sais pas encore quand, à l'heure où on fait cet épisode exactement. Écoute, je mise vraiment. Alors, c'est marrant. Hein, je misais beaucoup sur les live Twitch aussi pour me redonner la motivation de dessiner. C'est pour ça que tu t'es mis sur Twitch, c'était pour discuter avec des gens et te motiver. Ouais. Bah oui, parce que tu vois, faire une après-midi d'ancrage, si j'ai personne qui regarde derrière mon épaule, si je travaille bien, elle va être moins performante que si des gens regardent. Donc j'avais fait ça pour ça, et en l'occurrence ça marche très très bien. C'est juste que ça demande une énergie folle en fait de dessiner et donc parler en même temps, et je me rends compte que sur la longueur il faut que je sois dans des semaines où je suis en forme, autrement je vais pas y arriver. Donc c'est pour ça que là, à l'heure où on enregistre, ça fait un petit mois que j'ai pas recommencé. Donc voilà, je cherche des parades pour dessiner de manière plus efficace, parce que je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui. Et donc je mise tout sur le numérique, donc on verra la prochaine fois qu'on enregistre si ça a marché ou pas. Et je pense vraiment que ça va le faire. Super. Bah écoute, Mathieu, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et donc c'est ce que je vous disais en préambule de ce podcast, c'est que vous pourrez écouter le prochain épisode très rapidement, puisque moi je ne ferai pas attendre un an entre chaque diffusion, je serai plutôt un rythme hebdomadaire quand même pour feuilletonner ça. Mais voilà, on était donc dans le premier épisode de Inside Silent Jenny, qui vous raconte vraiment en temps réel en fait le processus de création d'un album, donc voilà, des tout débuts à sa fin, mais vraiment en le faisant au mieux possible en temps réel, sachant que bien entendu quand ce podcast est mis en ligne, vous aurez sûrement pu voir, et je l'espère en tout cas, Mathieu faire des sessions Twitch et avoir déjà découvert l'album et plein de choses. Mais j'espère en tout cas que ce podcast et ces discussions vous permettront d'avoir un autre angle, d'avoir pu aborder ce processus de création d'une bande dessinée par un angle original, en tout cas je l'espère. Mathieu, je te remercie de ton temps, parce que là c'est quelque chose de très précieux qu'on est en train de faire, et il faut, je pense absolument à faire une sauvegarde sur le cloud et sur un autre endroit physique de cet épisode, vu que je ne sais pas du tout quand je pourrais le mettre en ligne. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à ce projet. Puis je te dis à bientôt pour la suite. Exactement, à très bientôt.